En 2 lignes. Je suis, mais je ne suis pas en possession de moi-même. Telle est l'origine de notre devenir. En 6 lignes. Que faites-vous là ? Lui demandai-je. J'économise la lumière, dit la pauvre femme. Elle était assise dans la cuisine obscure depuis un bon moment. En tout cas, c'était plus facile que d'épargner la nourriture. Comme on ne peut pourvoir aux besoins de tous, les pauvres se chargent des privations jusque dans leur repos et leur solitude. Ils sont au service de leur maître. Une histoire un peu plus longue, mais raisonnablement longue. Un homme qui avait beaucoup voyagé avait trouvé quelque chose qu'on lui avait donné, pas dans la rue, mais à Bruxelles, au théâtre. La pièce ne l'intéressait pas. Il regardait la femme qu'il avait déjà remarquée dans une loge juste au-dessus de lui. Elle était évidemment très belle, elle avait l'air, d'après lui, de sortir d'un roman. Elle regarde l'homme, elle aussi, prend un billet à la main et l'agite. L'homme se lève, quitte la salle, monte l'escalier jusqu'au premier balcon, va à la loge de la dame, elle lui tend le billet, lui jette un bref regard et referme la porte. L'homme lit le billet. Du moins, il voudrait le lire, mais il ne peut pas car il n'y comprend rien. C'étaient des signes absolument incompréhensibles dans une langue apparemment tout à fait inconnue. L'homme reste là perplexe, mais l'ouvreuse, qui tournait déjà autour de lui, jeta les yeux sur le billet de côté et dit seulement « Suivez-moi ». L'étranger devient brutal, l'ouvreuse encore plus. L'homme se fâche, l'ouvreuse va chercher le directeur. L'étranger ne l'écoutait plus depuis longtemps et étudiait le billet énigmatique. Les signes étaient tracés d'une encre incolore, très rond, en arabesque. On ne s'y retrouvait pas. Là-dessus arrive le directeur, très étonné. Mais à peine a-t-il vu le billet qu'il se retourne, appelle les gardiens et prie l'homme de quitter le théâtre. Stupéfait, l'homme descend l'escalier avec l'agent de police, arrive à la caisse où on avait déjà préparé le prix de sa place et se retrouve devant le théâtre, sur la vaste place silencieuse. L'homme resta là un bon moment, tout seul. Il n'arrivait pas à tirer la moindre chose au clair. Finit par se décider à prendre un fiacre jusqu'à son hôtel pour demander une explication à quelqu'un connaissant la ville. Il appela le gérant et lui raconta l'invraisemblable incident. Le gérant connaissait l'étranger comme un homme honnête, avec du beau linge et des manières bourgeoises. Il s'indigna contre l'état d'arriération de la ville, fit des considérations sur les mœurs locales, au théâtre spécialement. Mais dès qu'il aperçut le billet, il se mit à mâcher toutes sortes de paroles, comme pour une chose qui ne lui disait rien de bon, et finit par dire « Les choses sont comme elles sont, je prie également monsieur de quitter l'hôtel ». J'irais même jusqu'à lui conseiller, puisque monsieur était en tout cas notre client, de quitter Bruxelles ce soir même, pour la France ou l'Angleterre. L'homme se sent mal, se précipite au dehors. Alors, continua le narrateur, à contre-cœur, on s'imagine sans peine tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Et plus tard, l'homme était au fond un être réservé. Il ne connaissait pas Bruxelles. Il n'avait jamais fait de mal à une mouche qui pouvait lui en vouloir. Tout ce qu'il voulait, c'était se changer les idées quelquefois, sortir de sa vie monotone, ou bien, parfois, il voulait avoir un souvenir de sa vie sans histoire qu'il oubliait d'un jour à l'autre. Mais ce n'était pas par goût de l'aventure, pas même par exaltation romantique qu'il était tombé dans les filets de cette femme inconnue, voire, en définitive, le billet à la main dans les filets de l'inconnu tout court.
Alors maintenant, il était comblé, et l'histoire fantastique se poursuivit de mal en pis en Angleterre, où il était allé. Le bruit s'était déjà répandu jusque dans ces parages. Des gens qu'il connaissait dans la rue l'évitaient intentionnellement. Des relations d'affaires se rompaient. En Angleterre comme en France, en Allemagne, et jusque dans la lointaine, indolente mais superstitieuse Espagne. Et personne ne lui donna la moindre indication. Rien à faire pour démêler le secret que tous comprenaient ou semblaient comprendre, sauf lui. Puis l'homme, dont le courrier ne contenait plus que des lettres d'insultes et de menaces, reçut un matin une lettre d'Amérique du Nord, d'un vieux collègue, d'où il ressortait que là-bas on ignorait encore tout de son malheur. Avide de voir de nouveau des hommes non prévenus, plein d'un espoir tout neuf de déchiffrer le message, il s'embarqua pour New York et se hâta sur-le-champ vers le bureau d'un avocat et notaire de sa connaissance. « J'ai une proposition à vous faire, dit-il. En bref, il ferma la porte à clé et mit son Browning sur la table. « Je ne veux plus me laisser faire, dit-il, et il conta son affaire en quelques mots. Je sais, monsieur, que dès que vous aurez vu ce billet, vous ne voudrez plus me connaître, que le boycottage va recommencer ici. Alors choisissez, déchiffrez-moi le texte et je vous donne 10 000 $, la moitié de ce que je possède actuellement. Faites comme les autres et je tire. D'abord sur vous, puis sur moi, ça m'est égal. » L'avocat vit le chèque, vit le revolver, offrit un cigare comme d'habitude et dit... Il va de soi que j'accède à votre demande. Passez-moi le document. L'homme prit son portefeuille, fouilla en vain. La poche était vide, il avait perdu le billet. Alors, que je fasse un petit retour en arrière. Cette chaîne, en ce moment, je sais qu'elle est en train de prendre une sorte de virage, mais peut-être une maturité, quelque chose en tout cas où, justement, c'est neuf pour moi, et à cause de ça, parce que j'avance à tâtons, je sais que j'avance dans ma propre nécessité. Tu fais pas du YouTube sur des livres, sur des trucs, c'est pas du débat, non, tu te cherches toi. Et évidemment, cet été, le gros tapis roulant, là, ces deux cycles d'écriture qui s'inventent en même temps qu'on avance. Et je le savais, j'ai fait un peu exprès parce que c'était ce que je considérais comme les 30 ans de mes ateliers d'écriture, une sorte d'anniversaire, d'aboutissement. Bon, donc j'ai lancé la machine plus lourd et ça a répondu plus lourd. Alors ça fait une sorte de centre de gravité et forcément... c'est pas que ça te laisse moins de temps pour toi, c'est que ce que tu cherches là dans toi, eh bien, c'est totalement lié à ce qu'on explore dans cet atelier. Alors, par exemple, donc, il y en a un qui s'appelle, justement, on avance dans l'idée du livre. Et je me suis aperçu qu'il fallait bien savoir ce que c'était que cette question du livre. Il fallait qu'on affine, qu'on approfondisse. Et en quoi, par exemple, faire un livre, savoir à quel endroit on va trouver avoir son livre, c'est pas simplement concevoir un roman, construire des situations, des personnages, des ruptures, des chutes, etc. Et j'ai lancé le groupe sur ce qu'on appelle Sentimentech, une idée que j'ai prise à Patrick Chamoiseau. Je vous mets le lien tout à la fin de la vidéo si vous voulez aller voir cet exercice. Et la question, c'est de savoir quels livres nous ont mis, nous, dans ce trouble qui nous pousse à en appeler à écrire. Et déjà, justement parce qu'on est nombreux, tout d'un coup, vous voyez des choses inconnues, des choses qui reviennent, et puis une énorme diversité de ces documents. Un livre, pour moi, la définition, c'est 6 faces, 8 angles. Et je me suis dit, si je la faisais moi-même, la liste, où ça m'emmènerait ? Alors évidemment, tu as ces choses qui sont comme toi, des espèces de coups de butoir, là, qui viennent parfois de loin dans l'enfance. La découverte d'Edgar Poe, encore avant Jules Verne ou Jacques Rogy, ou Le Grand Maune, relu tant de fois, ou Stendhal en 4e. Mais c'est pas ça que je cherchais, c'est pas une archéologie, c'est même l'envie d'écrire, elle était déjà là,
elle s'est réalisée, et puis à ce moment-là, c'est là où tout d'un coup viennent flotter ces livres qui changent pour toi ce rapport à l'écriture, parce qu'ils te disent ce qui te happe là, dans cette chose glissante qui s'appelle un livre, tu n'en savais même pas l'existence. Or, ça dialogue à la fois avec la compréhension du monde, mais le monde comme énigme, et ça dialogue avec ce qui te pousse, toi, à t'expliquer avec cette énigme. Énigme qui est à la fois le dehors et toi-même confronté à ce dehors. Et je me suis dit même que ça pouvait amorcer peut-être une série, c'est-à-dire à mesure qu'on avance dans ces 2 cycles d'écriture, moi je continuerai mon exploration sur justement ces livres du trouble. Et le premier qui m'est venu, c'est Traces de Ernst Bloch. Alors le mien, j'ose plus trop y toucher parce qu'il est scotché, fragile. À l'époque, c'était collection NRF, les essais, Gallimard. Je crois qu'en France, c'est sorti en 1968. Sourcom Verlag 1959, Gallimard 1968. Moi, je l'ai acheté probablement en 1980. Alors, Ernst Bloch, allemand, fils d'un employé des chemins de fer juif. Il est né en 1885. 1918, c'est son premier livre, L'esprit de l'utopie. Un travail de philosophe, de jeune philosophe, 18 et 15, 33 ans. Oui, ça le fait repérer, mais ensuite, il y aura quoi ? En 1930, alors qu'il arrive à 45 ans, il y a ce trace, Spuren en allemand. Et c'est une époque où, par exemple, c'est très proche de Sens unique de Walter Benjamin, qui est aussi pour moi un livre tellement de référence, au point que Walter Benjamin travaille par fragments et qu'il y a un fragment, Potemkin pour ceux qui sont curieux, qui va se retrouver dans les 2 livres. J'ai jamais pu trouver quelque chose qui explique cette intersection, mais en tout cas elle est là. Puis ensuite, le nazisme, le suicide de Walter Benjamin en 1940, et lui, Ernst Bloch, au terme d'une longue dérive, arrive aux USA, et c'est là que, pendant toute la guerre, il va rédiger les 3 tomes du Principe Espérance, qui sera son grand livre. Mais Trace, ça reste pour moi comme une sorte de hapax, quelque chose qui est totalement dans la tradition même presque romantique, ce qu'il n'aimerait pas. Mais pourquoi c'est intéressant ce bouquin ? C'est que on commence avec une petite ouverture, celle que je vous ai dit. Je ne suis pas en possession de moi-même. Ouvrez un livre comme ça. Et puis ensuite, situation. Vous appuyez sur une suite d'exemples. Et le premier bloc, 4 lignes. Ensuite, c'est encore peut-être même 6 lignes. On restera 4 lignes. Et puis ensuite, à peine une demi-page, et puis ça commence à se réouvrir. C'est-à-dire qu'on ouvre une petite énigme, dans la petite énigme on creuse, on trouve une histoire plus grande, et puis ensuite les histoires se croisent, s'en mêlent, et ça donne ça. 2e chapitre, ça va s'appeler Destin. Je vous lis le début de Destin. En tant que tel ou tel, évidemment, chacun existe déjà, mais personne n'est ce qu'il dit, encore moins ce qu'il représente. De naissance, en réalité, tous n'étaient pas trop peu de choses. Bien trop, au contraire, pour ce qu'ils sont devenus. Plus tard, ils s'habituent à vivre dans leur peau, la peau où ils sont logés, où on les a logés, surtout par leur métier ou autrement. Un garçon avait trouvé un miroir. Un jour, dans un pays lointain, il n'en avait jamais tant vu. Il ramassa le morceau de verre, le regarda, le tendit à son ami. « Je ne savais pas que c'était à toi, dit-il. » Mais le visage n'appartenait pas non plus à l'autre. Un beau garçon, pourtant. Ensuite, c'est un chapitre qui s'appelle « Existence ». Le début de « Existence », quand parvenons-nous donc au plus proche de nous-mêmes. Débrouillez-vous avec ça. Et c'est là d'où j'ai lu cette histoire. Alors qu'est-ce qui fait que ce livre, pour moi, est
justement, dans sa version, la première ou la version de poche, là, c'est telle, collection telle, Gallimard, que j'ai racheté pour préserver l'ancien, c'est que c'est d'abord une construction. Ensuite, il y a un chapitre qui s'appelle Choses. Mais chaque fois que dans cette construction, on ouvre par l'impalpable. Or, l'impalpable, c'est ce qu'on cherche dans les livres, c'est ce qui nous récompense aussi dans les livres, comment ils nous ouvrent ou éloignent ce qui semble le plus immédiat, le plus proche, et laisse place à l'impalpable. Mais qu'on y répond non pas par de la rhétorique ou de la réflexion, bien que Ernst Bloch soit d'abord et avant tout philosophe, ce sera son seul texte qui soit uniquement comme ça, fait d'imbriquement narratif, mais que la narration en elle-même nous ramène dans ces zones-là profondes de la pensée. Simplement, plus c'est profond, plus elles y répondent par le mystère d'une histoire. Alors sur l'épaisseur de ce livre, il y en a plusieurs dizaines. Je me souviens même, il y en a une, le titre du sous-chapitre s'appelle « Une séparation ». C'est une histoire de vieille légende, de ville qui apparaît dans le brouillard. Et puis à minuit, tout s'en va. Donc c'est une légende traditionnelle allemande, mais rapportée là, dans l'univers contemporain, et un univers contemporain qui est la République de Weimar, mais avec déjà ces ombres là, qui mèneront au nazisme. Et j'avais repris cette histoire dans un livre pour adolescents. Autrefois, ça s'appelait « Dans la ville invisible », où un des personnages lit cette histoire à son beau-fils. C'est dire que mon rapport à ce livre n'est pas récent. Alors, le rapport avec cet atelier d'écriture, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que ce livre est un roman ? Bien sûr que non. Est-ce que c'est un livre de théorie ou essai ? Non plus, puisqu'on vous laisse avec une masse d'histoires. En même temps, ces histoires sont une construction, puisque chaque fois on avance avec une toute petite ouverture, quelque chose qui tient presque d'une parabole à la Henri Michaud. Et puis ensuite on grossit, et puis ensuite on vous emmène dans ce labyrinthe d'histoires qui en elles-mêmes n'ont pas de solution, n'ont pas de morale, n'ont pas de résolution. Au point que, quand vous le relisez, peut-être justement ce qui me frappe, c'est, bien sûr, j'en reconnais énormément, mais c'est jamais les mêmes que je relis quand je reviens dans l'intérieur de ce livre. Certaines me laissent plus indifférent, non, mais en tout cas sont dans des symboliques peut-être plus éloignées que d'autres, qui, elles, continuent de macérer tout auprès de ce que je dois ou ce que j'ai envie d'écrire. Alors ces histoires, évidemment, elles reviennent beaucoup aussi de vieilles légendes juives, de ces rabbins qu'on retrouve dans Martin Buber. Vous savez, les récits hassidiques. Mais quelquefois, ils sont à plein là dans le contemporain. Juste en lire une autre. Il n'y a pas de résolution non plus dans ce que je dis ici sur cette série qui pourrait s'inaugurer, sur ces livres qui ne se rattachent pas au roman, qui ne sont pas des livres de raison, ni des livres assignés à un genre, mais qui entrent si profondément en résonance avec là où vous voulez vous dépêtrer, là où vous avez à vous dépêtrer de l'écriture. Et juste avec ce truc implacable, c'est que pourquoi c'est littérature ? C'est parce que on raconte. Les gens qui ont assez d'argent, c'est curieux comme ils deviennent bons parfois. Ils souhaitent aussi du bien à leur prochain, ils imaginent pour lui quelque chose de beau. Les riches aiment jouer, ils mettent en jeu les pauvres, comme cet Américain qui lança ce singulier concours. On demandait un jeune homme, mineur de fonds autant que possible, en bonne santé et disponible. On en prit un parmi 100 000 concurrents. Le jeune homme se présenta, un joli garçon qui n'avait rien à faire sinon remplir les autres conditions, avoir de bonnes manières à table, s'habiller avec chic, savoir se tenir dans le monde.
Un précepteur lui inculqua les mondanités, l'équitation, le golf, la conversation cultivée avec les dames, enfin tout ce qu'il faut à un gentleman américain. Tout cela avec l'argent de son protecteur. Ce dressage achevé, le Vénard entreprit un voyage de 3 ans autour du monde, avec des lettres de change en poche qui lui permettaient d'assouvir tout désir, si exotique qu'il fût. Il ne restait plus qu'une petite condition à remplir, la dernière. Le jeune homme, après son voyage, devait retourner à la mine comme si de rien n'était. Il devait y passer au moins 10 ans, mineur comme devant. L'heureux gaillard avait également souscrit à cette condition, ne s'attachant qu'à la vie qui s'offrait dans l'immédiat. Le temps de la jeunesse dorée commença. Il alla par les dorures d'opéra de l'Europe, eut des succès avec les dames, s'y montra très doué, chassa le tigre indien, dîna avec les vice-rois, puis mena une vie de prince, avec en plus le contraste de la vie d'avant. Jusqu'au jour où il rentra chez lui et remercia son bienfaiteur, presque gavé de plaisir, comme on prend congé d'un hôte. Il renfila les vieux vêtements, redescendit dans la mine, retrouva le charbon, les chevaux aveugles, les camarades qui lui étaient devenus si étrangers et qui le méprisaient. Revint à la mine, incroyable, alors, les premiers jours, les premiers mois, le reflet et le contraste, la descente au point du jour, le travail sur le dos, la sueur, la toux, le poussier dans les yeux, l'infecte mangeaille, le lit à 3. Évidemment, le garçon aurait pu rompre le contrat dans les bonnes manières, en cherchant une autre place, ou à la manière révolutionnaire, comme dirigeant ouvrier. Au lieu de cela, il se mit en grève, au culot, fila à New York, vit son bienfaiteur, le tua. On eut de la compréhension pour le travailleur post festum. Le tribunal l'acquitta. Voilà, donc 2 histoires de Ernst Bloch. Et puis, finalement, peut-être justement c'est ça qui est en train de se passer pour ma chaîne YouTube. Par exemple, j'ai viré les publicités. Merci à tous mes contributeurs Patreon qui me permettent ce soutien et dire, tu as un micro, tu payes les abonnements pour les musiques, pour YouTube Premium sans pub et tout ça. C'est grâce à Patreon. Mais justement, ce qui pourrait être dans un dialogue privé entre contributeurs et moi, je le mets grâce à cette générosité aussi dans l'espace public. Mais ce qui est en train de se passer profondément, c'est que tu peux dire, laisse tomber, cherche pas un but, fais simplement que toi tu te poses les questions qui comptent. Et dans les questions qui comptent, bien il y a celle-là. Parce qu'après tout même, il y a les quelques dizaines d'histoires que Ernst Bloch entremêle, imbrique là, dans ces architectures de traces. Qu'est-ce que c'est une trace? Tu sais pas où ça va, tu sais pas qui l'a laissé. C'est presque la frustration ou le manque à chacune de ces histoires qui est le cadeau que Ernst Bloch nous fait pour se dire continuons les histoires, allons chercher les histoires. Elles sont où? Là, dans ce qui nous entoure. Les histoires.